Erev Tov à toutes et à tous. Donc, très heureux de vous retrouver pour cette école de parents qui va être donc ce soir consacrée à quelque chose auquel on pensait peut-être pas de nouveau être occupé de réfléchir, c'est-à-dire repenser la relation à la famille et surtout la relation aux enfants en cette période donc qu'on va appeler, comme tout le monde l'appelle, de confinement, avec une particularité évidemment au niveau de la communauté, et elle est de taille, c'est que ces vacances forcées que les enfants prennent avec tout ce que cela peut comporter, suit cette période de Pessah, et je suppose que pour la totalité d'entre vous, ou au moins l'immense majorité, eh bien, on se retrouve ici dans une continuité avec tout ce que cela peut impliquer, aussi bien au niveau de la gestion pure, que de savoir au fond comment utiliser cette période et comment réussir à en faire quelque chose. Et je pense que ça ne doit pas être très simple pour tout le monde. Nos enfants, nous, ont déjà grandi, ils ne sont plus à la maison, donc évidemment, j'essaie toujours de m'imaginer ce qu'auraient été les choses si nous étions avec nos enfants lorsqu'ils étaient petits dans cette situation-là, et je pense que ce n'est pas évident. Néanmoins, essayons de réfléchir ensemble tout d'abord sur ce qui peut se jouer dans la relation avec la famille, comment est-ce qu'on peut le gérer, et en premier lieu, évidemment, comment est-ce que nous, en tant qu'adultes, devons le prendre et devons le vivre. Alors, comme je l'ai dit précédemment, je vous parle de cette thématique. En même temps, je suis parfaitement conscient qu'il y a une réalité que certains vivent et que je ne vis pas, et ce pour une raison très simple, comme je vous l'avais dit précédemment, c'est parce que tout simplement, eh bien, à la maison, nous n'avons plus, nous, de petits-enfants qui sont là, et c'est la raison pour laquelle je vais être quand même extrêmement prudent, parce qu'il est, mon père Zichrono Livracha disait régulièrement cette phrase, qu'on est toujours très à l'aise avec la souffrance des autres. Alors ici, bien sûr, je nous souhaite que nos souffrances ne soient pas plus importantes dans l'existence que celle de la gestion de nos enfants à la maison pendant quelques semaines, mais néanmoins, ça reste une difficulté sur laquelle il faut penser. Alors, en premier lieu, comment les choses vont se jouer dans notre tête, et évidemment, comment nous allons pouvoir construire quelque chose pendant cette période. Nous sommes ici face à ce que l'on appelle un Nisayon. Un Nisayon, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que l'on appelle une épreuve. Or, le mot Nisayon, qui veut dire épreuve, eh bien, vient de la racine nes. Nes, Nisayon, c'est la même racine. Et le mot nes, Nisayon, nes, ça ne veut pas dire juste une épreuve. Nisayon, nes, ça veut dire aussi un drapeau. En effet, il y a un verset qui nous dit « Harimunes al-ha'amim », ce qui veut dire « lever le drapeau al-ha'amim sur les peuples ». Et donc, évidemment, peut-on créer un rapport entre ce que l'on appelle un nisayon, une épreuve, et un drapeau? J'ai l'impression que le lien est le suivant. Un drapeau, c'est quoi? Au fond, c'est un identifiant. À travers le drapeau, on sait qui on a en face de nous, le drapeau d'un pays, le drapeau d'un club de foot aussi, on a identifié quelque chose. Et le Nisayon, c'est au fond un lieu d'identification. Lorsque nous sommes confrontés à une épreuve, et ça s'appelle une épreuve, eh bien, ça va être le moment dans lequel on va essayer de se révéler à soi-même ce que l'on est capable de faire dans une situation de ce type. Et c'est sûr et certain que le terme de Nisayon, d'épreuve, est en effet un mot qui a sa raison d'être. Pourquoi? Parce que pour la traduction talmudique, pour nos maîtres dans le Talmud, l'épreuve, ce n'est pas nécessairement l'événement dans lequel il y a une immense souffrance. L'épreuve, c'est, disent nos maîtres, lorsque par exemple vous recherchez une pièce A, vous ne la trouvez pas, vous trouvez une pièce B à la place. Vous cherchez une pièce de 2 euros, vous trouvez une pièce d'1 euro, ou le contraire. Eh bien, ça s'appelle un Nisayon. Pourquoi? Parce que la réalité n'est pas celle que l'on aurait voulu. Au fond, pour la tradition juive, une épreuve, c'est quand la réalité ne correspond pas à ce que l'on aurait voulu, et donc à ce moment-là, eh bien, cette réalité est un lieu dans lequel nous allons révéler une certaine dimension de nous-mêmes. Et intéressant de voir que le mot « nes », qui veut dire, bon, comme on l'a vu aussi, drapeau, c'est aussi miracle,
Le mot drapeau en hébreu se dit dégel. Dégel, c'est un drapeau. Et dégel, drapeau, ce sont les mêmes lettres que le mot gadol, qui veut dire grand. Au fond, la grandeur de l'être se révèle à travers la manière dont il va être capable de gérer une situation qui n'était pas prévue, une situation nouvelle. Ça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu un enjeu d'état d'esprit. Certaines personnes parmi vous peut-être ont assisté la semaine dernière à un témoignage. Il se trouve que c'est celui de ma maman qui en effet a raconté son enfance lors de la guerre, lorsqu'ils étaient réfugiés dans des conditions quand même extrêmement complexes et avec un état d'esprit de ses parents qui leur a permis de passer ces 5 années de guerre dans un état de relative sérénité, alors que les difficultés étaient bien présentes, qu'ils étaient cachés, que la milice est venue et d'autres choses. Et je crois que c'est important ici aussi de regarder cela, c'est-à-dire le choix de regard que nous allons décider d'avoir sur la situation, qui n'enlèvera en rien les disputes d'enfants, qui n'enlèvera en rien ce genre de choses, mais quel est le choix de regard? Et le choix de regard commence d'abord par essayer d'analyser tous les éléments qui sont positifs par rapport à quelque chose qui aurait pu être négatif. Et je m'explique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, eh bien, la météo n'est pas caniculaire. C'est le moins qu'on puisse dire, mais on sait parfaitement que lorsqu'il fait plus chaud, eh bien sûr, actuellement, il fait relativement froid, à la maison, rester à la maison avec des enfants dans ce genre de situation n'est jamais simple. Alors, on peut se dire, bon, au moins, on n'est pas tous en train d'avoir extrêmement chaud à la maison comme on aurait pu le vivre, avec cet élément supplémentaire qui aurait pu être présent. Vous allez me dire que ce n'est pas grand-chose, mais c'est aussi cela. C'est aussi cela, et en même temps, se dire la chose suivante. Comment allons-nous utiliser cette période pour pouvoir apprendre à nos enfants comment, dans la vie, nous gérons une situation que nous ne voulons pas, mais qui est présente. Et pour cela, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est de mettre en mots. Mettre en mots la difficulté, mettre en mots la problématique à laquelle nous sommes confrontés. Oui, en effet, ce ne sont pas des moments si simples que cela, mais voyons par ailleurs les dimensions positives qui sont présentes à cette époque. Traduction. On va essayer, et c'est ce que je vous propose de faire, de commencer en premier lieu à imaginer avec les enfants le confinement. Il y a d'abord, allez, on va dire 20 ans. Alors, j'ai peur de ne pas donner des dates exactes, mais je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas vraiment encore de téléphone portable. Quoi, on était dans les années 2000, oui, c'était déjà un petit peu là. Non, c'était quand même déjà un petit peu là, mais en tout état de cause, à une époque dans laquelle le portable n'était pas nécessairement présent. Traduction, on n'avait pas la possibilité de communiquer aussi facilement les uns avec les autres. Et puis après, on va revenir et essayer d'imaginer avec nos enfants qu'est-ce qu'aurait été le confinement avant l'époque de l'ordinateur. Et puis on va essayer d'imaginer avec les enfants qu'est-ce qu'aurait été le confinement à l'époque où il n'y avait pas nécessairement d'eau courante. Que sais-je? Vous pouvez vous amuser avec vos enfants à imaginer de manière un petit peu ludique comment est-ce qu'on aurait fait ceci, comment est-ce qu'on aurait fait cela. Et à partir de cela, leur faire prendre conscience qu'ils ont quand même à leur disposition un certain nombre d'éléments qui leur permettent de vivre de manière bien moins inconfortable cette époque que ce qu'ils auraient pu la vivre à une autre époque. Et en même temps se dire, voilà, on va essayer d'imaginer que nous sommes en confinement il y a 40 ans, d'accord? Il n'y a pas encore de portable, la télévision, il y en avait peut-être, mais pas tout le monde en avait. Qu'est-ce qu'on aurait pu bien faire? Et essayer de faire des journées confinement années 40, confinement années 50, confinement années 60, que sais-je. Alors, je vais, dans ce cours, essayer, il y a à la fois de réfléchir au niveau de certains concepts et en même temps de vous glisser, si vous m'y autorisez, quelques petites idées que vous pouvez éventuellement mettre en application avec, en premier lieu, cet état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est de dire merci Hachem de nous donner la possibilité de vivre un confinement dans des conditions
qui sont quand même relativement plus simples que celles que nous aurions pu vivre à une autre époque. Ça n'enlève en rien notre difficulté, ça n'enlève en rien le fait que nous aurions préféré que les choses se passent autrement, c'est vrai, mais on a cette liberté de vivre les choses d'une certaine manière, prenons cette liberté. Vous savez que c'est un texte que je cite très souvent dans mes cours, c'est un texte du Talmud qui nous dit qu'il y a eu une grande discussion entre les maîtres pour savoir s'il avait été bon pour l'humain d'avoir été créé. Intéressant. C'est-à-dire que les maîtres du Talmud nous apprennent que l'homme peut se donner cette liberté de dialoguer avec Dieu et de lui dire, au fond, si moi, on m'avait demandé mon avis, qu'est-ce que j'en aurais pensé? Et la réponse est très intéressante. Ils disent, il aurait mieux fallu ne pas être créé. Traduction. Dans la réalité de l'humain qui doit se battre sur terre, qui a une neshama, une âme, et qui doit non seulement la préserver, mais l'utiliser pour pouvoir grandir au maximum, et cette âme qui était au ciel dans un état de perfection absolue, il aurait peut-être mieux fallu qu'elle y reste et qu'elle ne descende jamais sur la terre, d'après notre logique. Mais les maîtres du Talmud continuent, ils disent Avalarchav, mais maintenant qu'elle a été créée. Traduction. L'être humain a cette liberté de dire j'aurais préféré que les choses se passent autrement, clairement, sans aucune ambiguïté. Avalarchav. Mais maintenant qu'il se trouve que pour des raisons qui m'échappent, la réalité est autre, qu'est-ce que je fais avec? Et c'est cela donc que l'on doit essayer d'avoir en tête et à l'esprit. Donc, déjà, faire prendre conscience aux enfants à travers ce genre de modèle de ce qu'auraient pu être les choses à un autre moment, avec évidemment le développement d'une notion qui s'appelle la reconnaissance par rapport à ce qui est, même si on le met en balance avec ce qui n'est pas. D'accord? Et ça me semble être un point sur lequel on peut créer des déclinaisons dans beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça aurait été pour pouvoir faire le repas, si nous n'avions pas eu de réfrigérateur encore, que sais-je, vous savez, tous ces points-là, et essayons de faire un travail d'imagination sur la base de cela. Une fois que on a fait ce travail, c'est-à-dire, en tout cas, vous pouvez l'imaginer. Deuxièmement, j'aimerais vous proposer la chose suivante. Ce qui manque énormément aujourd'hui à nos enfants, c'est la possibilité d'être créatifs, c'est-à-dire de réussir par eux-mêmes à générer quelque chose. Ils sont beaucoup plus passifs dans la confrontation aux écrans. Il y a tout ce que ceci leur apporte. J'avais l'idée suivante que j'ai trouvé un petit peu compliqué à mettre en application à grande échelle, mais que je vous propose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas pour les parents ou peut-être pour les grands-parents, peut-être sûrement ici les grands-parents, qu'il y a un certain nombre d'années, il y avait en effet dans les magazines pour enfants, eh bien, l'univers des lettres et des correspondants. Qu'est-ce qu'un correspondant? C'est quelqu'un à qui on écrit une lettre et évidemment, il y a un lien qui se crée à travers cette dimension épistolaire. Aujourd'hui, évidemment, l'univers des correspondants n'est plus du tout présent, en tout cas pas de la même manière. Eh bien, pourquoi ne pas imaginer donner la possibilité aux enfants, et ce, quel que soit leur âge, d'envoyer ou d'écrire une lettre ou des lettres racontant leur quotidien à d'autres enfants qui se trouvent à un autre endroit dans le monde. Et je vous propose vraiment de le faire. Alors, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être ce que vous voulez. Et en effet, refaire ce travail d'apprendre à écrire pour se raconter soi-même. Alors, certains peut-être ne voudront pas envoyer de lettres, mais vous savez que quand vous envoyez une lettre, vous risquez d'en recevoir. Et si vous en recevez, c'est toujours un vrai bonheur. Pourquoi? Parce que la lettre, vous pouvez la toucher. Il y a une dimension charnelle à la chose et elle nous nourrit et elle nous apporte quelque chose. Eh bien, il serait peut-être intéressant. Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire cette chose-là? Tout d'abord, évidemment, techniquement parlant, ça peut les occuper et on a besoin de les occuper, on est bien clair. Mais au-delà de ça,
apprendre à l'individu à raconter ce qu'il vit et à en même temps exprimer ses sentiments par rapport à une situation qu'il est en train de passer et interroger l'autre sur la manière dont chez lui ça se passe. Donc, je lance clairement ce concept et je vous propose véritablement de passer à l'acte. Et vous allez voir, ça peut être passionnant. Pour des petits, ça peut être si tu devais écrire, qu'est-ce que tu écrirais? Et vous pouvez écrire à leur place et eux font des signatures ou font des dessins. Et pour des autres, eh bien, on ne va pas rentrer bien sûr dans l'orthographe inclusive, supportable au passage, mais on va pas faire, ça va pas être une dictée. En même temps, peut-être les habituer à prendre un papier à lettres, à écrire un brouillon, à écrire autre chose, mais c'est vraiment dans cette dimension très légère, c'est-à-dire, ou alors, faire mieux, écrire la lettre qu'ils voudront que leurs propres enfants lisent lorsque même seront enfants. Il faut dire, vous savez, vous allez Bezrat Hashem un jour grandir, vous allez grandir, c'est sûr, vous allez Bezrat Hashem un jour, toutes et tous vous marier, vous aurez des enfants, et vos enfants vous diront, mais dis-moi papa, dis-moi maman, toi tu étais à l'époque de ce fameux Covid-19, comment c'était? Et ça serait intéressant peut-être qu'à ce moment-là, vos propres enfants, vous puissiez déjà maintenant leur écrire une lettre, sans mettre mon cher fils, ma chère fille, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais mon cher, ou alors j'écris aujourd'hui un petit peu, pas un journal, ça pourrait l'être, mais aussi vos enfants seront contents de lire plus tard, ou que vous leur fassiez lire ou que vous lisiez avec eux, l'histoire que vous avez vécue, vous, en tant qu'enfant, et que vous racontez avec vos mots d'enfant et vos émotions d'enfant. Alors, tout ce que je vous propose ici, ce sont un certain nombre de pistes par rapport à des occupations qui sont au-delà du temps qui va être utilisé, quelque chose qui a une dimension pédagogique et qui en même temps peut, même si le terme est très fort et vous allez le relativiser, exorciser la difficulté éventuelle que les enfants ont. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez en mots, alors vous avez par la suite aussi un support de discussion avec eux. Autre chose, évidemment, c'est qu'il y a dans le clan d'Israël un concept qui est fondamental. C'est lequel? C'est celui de la irpatius, c'est-à-dire celui de se sentir concerné. Et se sentir concerné, c'est encore et toujours, et là je me permets de vous le proposer de manière très claire, demander à ce que dans la famille, tous les jours, on va faire un moment, une action, quelle qu'elle soit. Ça peut être lire un psaume, ça peut être faire une prière, ça peut être faire un acte gentil par rapport à un autre, ce que vous voulez, c'est-à-dire quelque chose de positif, mais de dire avant, je fais cela et j'ai envie que le mérite soit présent pour tous ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire utiliser cette période où eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont eux aussi besoin de choses positives par rapport à eux, même si les situations ne sont pas nécessairement dramatiques, de pouvoir faire rentrer ce concept par rapport à, en effet, d'autres personnes à travers cet acte que je vais pouvoir faire et qui va leur profiter. Ça, ce sont donc déjà quelques pistes extrêmement concrètes que j'avais envie de vous proposer de mettre en place. Maintenant, nous allons un tout petit peu essayer d'avancer toujours sur cette thématique. La difficulté que nous avons évidemment aussi pendant cette période, c'est que nos points de repère ne sont plus les mêmes. Qu'on le veuille ou pas, ils ne sont plus les mêmes, les rythmes ne sont plus les mêmes et les cadres sont différents. Et c'est à ces moments-là, on se rend compte ô combien les cadres et les points de repère sont importants. Mais sans rentrer dans une lecture psychanalytique, mais les psychanalystes, pardonnez-moi, le diraient évidemment, dans le mot repère, il y a le mot père. Et je ne vois pas ici le père en tant que le pater familias, c'est-à-dire le papa, mais le parent.
Nous avons besoin de points de repère. Ils sont importants pour nous. Nos enfants en ont aussi besoin. Et c'est la raison pour laquelle, et ce que je vais vous dire va être du domaine de l'évidence, mais néanmoins, rappelons-nous que les points de repère sont d'abord des points de repère spatio-temporels, et dans cette dimension spatio-temporelle, c'est la dimension du temps qui va être la plus importante. En effet, nous avons cette chance incroyable, en tant que peuple d'Israël, d'avoir des rythmes qui sont posés et que nous devons mettre en place pour avoir une vie structurée, même si ces rythmes ne nous sont pas imposés par la société, mais tout simplement par la Torah. Et c'est là où je vous invite, en effet, à avoir des temps qui sont réservés à des moments de spiritualité. De quoi il s'agit? Alors, évidemment, tout dépend des âges et des individus. Il y a les moments de prière, le matin, l'après-midi et le soir. Des moments dans lesquels, en effet, certains enfants ne vont peut-être pas vouloir prier, mais des moments dans lesquels, eh bien, on peut décider que ce sont ces moments dans lesquels on se retrouve avec soi-même. Ça peut être un moment de rêverie, ça peut être un moment de repos, ça peut être un moment de ce que vous voulez, mais à nous, en tant que parents, d'être proactifs dans l'installation de ces moments, qui sont peut-être pas 3 fois par jour, qui seront peut-être 1 fois par jour, mais qui seront des moments dans lesquels nous aussi, en tant que parents, allons être en train de montrer que nous avons des rythmes au niveau du temps et que ces rythmes-là, nous voulons de les garder. Ils sont importants pour nous. Ils sont des rendez-vous qui sont là et qui nous permettent de structurer la journée et pas juste au niveau des repas ou du reste. Sur le reste, évidemment, il y a cette notion de achdout, cette notion de achdout, c'est-à-dire dans laquelle on se sent liés les uns aux autres, avec proposer aux enfants de pouvoir s'investir sur des tâches qui d'habitude ne sont pas les leurs, c'est-à-dire, et oui, les tâches ménagères. Alors vous allez me dire pourquoi? Pour une raison très simple. Ce n'est pas nécessairement que vous avez besoin d'aide en tant que parent, mais il s'agit ici de profiter de ces moments pour initier ou développer l'initiation de l'enfant à des choses qui vont lui apporter de la satisfaction parce qu'il va produire ce qui va être le support d'un bien-être pour le reste de la famille. Pourquoi ne pas lancer le concours de savoir qui va savoir repasser le plus rapidement une chemise, ou alors un tablier, ou alors une serviette, ce que vous voulez. C'est tout bête. Ça peut être le moment dans lequel on peut les initier aux fonctions d'une machine, à laver le linge, et leur expliquer comment ça fonctionne. Ça peut être les moments dans lesquels, eh bien, tous les jours, il y a un grand et un petit qui vont avoir accès libre à la cuisine pour préparer un plat, comme il leur plaît. Alors bien sûr, vous allez leur faire un choix fermé, mais ils ont cette possibilité et chaque fois, c'est une découverte le soir de ce que le plus grand et le plus jeune ont concocté. Pourquoi? Parce que le plus jeune, il ne saura pas faire tout seul, et le plus grand, en même temps, il a besoin de se sentir un peu responsabilisé par rapport à l'autre, et donc il va plus s'impliquer. Voici des idées toutes simples, mais qui peuvent être très intéressantes. On peut réimaginer totalement des nouveaux menus, dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut inventer comme nouvelle chose? Et ça, c'est très intéressant parce que et à la fois les enfants apprennent à mettre à la main la pâte, et c'est fondamental, et aussi, il y a cette dimension de créativité et aussi d'occupation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des écoles, la partie Zoom est peut-être plus développée qu'elle ne l'était lors du premier confinement et qu'il y a des enfants qui sont occupés, mais néanmoins, cette dimension-là est un élément supplémentaire. Autre chose, c'est ce que j'appellerais l'univers de l'exigence par rapport à soi-même. Je crois que vous connaissez toutes et tous cet épisode
qui a fait un buzz sur Internet d'un présentateur de télévision, alors je ne sais pas si aux États-Unis, pardonnez-moi, ou ailleurs, qui en effet, eh bien, à un moment, voit sa petite fille qui rentre dans la pièce dans laquelle il est en train d'enregistrer son émission de télé, je crois que c'est même du direct, mais ne se lève pas pour la accompagner par la porte. Et l'histoire dit, ça, je ne sais pas si c'est vrai, qu'en effet, il ne veut pas se lever parce que comme la caméra le prend en plan ferme, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, le prend avec juste le haut, eh bien, il ne veut pas se lever parce qu'il est en short. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'image que l'on présente de soi aux autres et il y a la réalité de ce que l'on est. Cette période est une période dans laquelle il est important pour nos enfants de voir que la relation à l'habillement, je vous prie de m'excuser, n'est pas juste quelque chose qui est là par rapport au monde extérieur, mais par rapport à nous-mêmes. On ne reste pas en pyjama toute la journée, on ne reste pas en pantoufles. En pantoufles, peut-être c'est plus confortable, pardonnez-moi. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il faut faire cette distinction entre le monde du jour, le monde de la nuit, et surtout, le Talmud nous dit que les habits sont appelés les éléments de mon respect, c'est-à-dire c'est quelque chose qui donne à l'individu une dimension respectable. Or, cette notion-là est extrêmement importante. Et c'est la raison pour laquelle peut-être que les écoles le font aujourd'hui ou pas, je n'en sais rien. Mais si j'étais directeur d'école, j'exigerais que tous les enfants qui suivent les cours en Zoom aient la caméra allumée et qu'ils soient habillés, mais comme il faut, devant cette caméra. Pourquoi? Pour tout simplement leur montrer qu'on ne s'habille pas juste pour les autres quand on est à l'extérieur, mais on doit le faire. Alors là, on utilise évidemment la caméra pour leur dire « attention, je contrôle », mais je crois qu'à la maison, et pour nous en tant que parents, c'est très important que nos enfants voient que même si nous ne sortons pas nécessairement pour aller travailler ou pour faire des courses ou d'autres choses, il y a cette notion d'exigence par rapport à nous-mêmes que nous mettons en place et qui doit être un état d'esprit que l'on va mettre à la maison parce que tout simplement, c'est ce qui montre à nos enfants où se situent véritablement nos valeurs. Autre élément sur lequel on va pouvoir maintenant travailler, c'est essayer d'utiliser cette période pour amener nos enfants à repenser à la valeur des choses. Et là, je vous propose de faire un petit travail très sympathique. Nos armoires sont souvent remplies de beaucoup de choses, d'accord? Et essayer de prendre des enfants à un moment, de dire, bon, on va regarder ce qu'il y a dans les armoires. Et nous allons analyser ensemble ce que valent les choses dans une dimension pécuniaire et ce que valent les choses par rapport à l'importance qu'on leur donne. En effet, c'est un moment dans lequel on peut réapprendre ou introduire l'idée de la valeur symbolique des choses et de la valeur réelle des choses. Qu'il y a en effet certaines choses qui ont une valeur symbolique, et en effet, pour nous, c'est très important de le garder, même si, quand nous y réfléchissons, ces choses n'ont pas une valeur pécuniaire très importante. Et donc, faire une forme de tri et de mettre d'un côté ce qui a une valeur pécuniaire et ce qui a une valeur symbolique. Pourquoi? Alors, ce sont des occupations, mais en même temps, ce sont des occupations qui, dans leur dimension ludique, font passer un certain nombre de concepts aux enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont garder par la suite et qu'ils vont faire pénétrer à l'intérieur d'eux. Autre chose, il y a en effet la notion du chidouche. La notion de chidouche, c'est peut-être prendre l'habitude, encore pendant ces 2-3 semaines qui restent, que tous les jours, eh bien, l'outil Internet va servir à rechercher quelque chose dans lequel on va apprendre aux autres. Traduction. Un grand va peut-être aider un petit, mais ça serait intéressant d'avoir, par exemple, au repas du soir, eh bien, à chaque repas, un enfant qui va dire « Aujourd'hui, j'ai découvert sur Internet que la distance entre le Soleil et la Lune était de X, et entre la Terre et ceci, cela. Et en vérité, il y a un phénomène très rigolo, c'est que la Terre, elle tourne à toute vitesse, mais on ne s'en rend pas compte pour telle et telle raison. Et donc, que ça fasse l'objet d'une nouveauté
que chacun a cherché. Et donc, on peut définir les cadres. Évidemment, vous êtes à côté de vos enfants de préférence, ou alors vous avez des fils sur leur ordinateur. Évidemment, la question ne se pose même pas, pour pouvoir, en effet, dans toutes sortes de domaines, les aider tous les jours à agrémenter le repas d'un chidouche, c'est-à-dire de quelque chose de nouveau. Alors, si vous voulez que ce soit quelque chose de nouveau dans un enseignement de Torah, pourquoi pas, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement vers cela où il faut aller ici. Ça peut être tout simplement dans tous les domaines. Ou alors, est-ce que vous savez qu'aux Jeux Olympiques de telle et telle année, eh bien, il y a eu un phénomène très particulier qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû faire 4 fois la finale du 100 mètres. J'en sais rien. Vous voyez? C'est-à-dire, cette notion-là d'apprendre et de découvrir des nouvelles choses qui sont curieuses, qui sont étonnantes et qui sont un plus. Pourquoi? Parce qu'à la fois, il y a ce travail de recherche, mais qui n'est pas conditionné par le monde des devoirs et du reste, et en même temps, cette notion dans laquelle l'enfant peut apprendre aux autres quelque chose, peut apprendre aux parents, et nous, en tant que parents, nous devons essayer aussi de rentrer à l'intérieur de cela. C'est-à-dire que nous aussi participions à cette démarche. Évidemment, le problème, un des problèmes auxquels tous les parents vont être quand même confrontés pendant cette période, ça va être aussi les tensions, les disputes, parce que tout simplement, les enfants sont les uns avec les autres pas mal de temps. Et c'est là où on doit peut-être, s'il y a un moment une tension, une dispute, essayer de faire une réunion. Alors on dit grande réunion de la tribu des Lévis, grande réunion de la tribu des ce que vous voulez, d'accord? Donc on annonce une grande réunion de la tribu, d'accord? Ça peut se faire sous ce terme un peu ludique. On peut asseoir tout le monde, dire bon, en introduction à la truc, le grand chef Sioux, la grande chef Sioux, eh bien, distribue à chaque enfant un bonbon, une sucette ou que sais-je, donc ça peut donner une atmosphère sympathique. Et puis là, voici grand calumet de paix, grand tambour, nous avons une grande difficulté, comment est-ce qu'on fait pour moins se disputer ensemble, parce que comment on fait? Et là, on demande à chacun, d'après toi, ça serait quoi la solution? Non pas comment est-ce qu'on fait dans la situation A, B ou C qui s'est passé, parce que chaque enfant dira ben, c'est de sa faute, 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 c'est pas de ma faute, etc. D'accord? Donc ça, évidemment, c'est pas du tout ça à faire de ne pas reprendre par rapport à une situation, mais qu'est-ce que vous proposeriez comme solution pour que quand on est énervé, on se dispute moins, on fasse ceci, on fasse cela? Qu'est-ce que vous avez à dire? Et chacun va pouvoir éventuellement exprimer. Alors, je sais bien que je suis ici dans le cadre d'une théorie et que quand il faut concrètement les mettre tous autour de la table ou tous par terre ou dans le salon, ça peut être plus compliqué. Je sais, ça demande de notre part une dimension proactive et un investissement, et surtout que le couple soit ensemble pour le faire. Mais, qu'on le veuille ou pas, nos enfants auront de la reconnaissance pour nous avoir vu faire des efforts pour essayer de rendre pour eux cette période la moins désagréable possible. Et c'est ça aussi dont ils vont se rappeler. Parce que peut-être que concrètement, nous n'arriverons pas toujours à aboutir au résultat. C'est sûr, j'en suis bien conscient. Mais l'Oalecham, la Khaligmor disent non, mais on n'a pas besoin de terminer les choses. Ce qui va être important pour les enfants, c'est qu'ils ont vu que l'on a été, en tant que parents, investis pour permettre aux enfants de passer cette période le mieux possible et qu'elle les nourrisse les mieux possible. Si maintenant vos enfants sont quand même accros au portable et que pour l'instant vous n'avez pas réussi à mettre complètement de côté cet objet, alors je propose évidemment pendant cette période de poser des cadres, comme il faut le faire toute l'année, et de dire qu'il y a de temps à temps, parce que pendant d'autres moments, il y a d'autres choses à faire. Si vos enfants sont du style à regarder des films et que vous avez décidé qu'ils pouvaient les voir, ok, ça c'est déjà une autre thématique. Mais dans ce cas-là, eh bien, si tant est que de toute façon, il y aura film, il y aura autre chose, alors vous-même partez à la recherche et proposez-leur certaines choses qui vont être intéressantes par rapport à eux, même s'ils préféraient voir d'autres choses. Vous pouvez leur dire, écoutez, j'ai bien recherché, je pense que tel et tel film pourrait vous intéresser, regardez-le. Ça peut être des films d'histoire, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être même des films d'action, mais que vous-même vous aurez sélectionné, et donc qui montrent bien que vous êtes présent même à l'intérieur de ces dimensions. Après, est-ce qu'on regarde des films, on ne regarde pas des films, est-ce qu'on est pour les films, on n'est pas pour des films? C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. J'en parlerai peut-être un jour sur, au fond, quelles sont les problématiques que l'on peut voir éventuellement dans cet univers. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est là, alors autant montrer à nouveau
qu'il y a une présence et un investissement extrêmement concret, parental, par rapport à cet élément. Dernière chose, avant de conclure et de passer à vos questions. Il y a dans cette période aussi la problématique de l'inquiétude. La problématique de l'inquiétude, c'est que même si en effet, il y a aujourd'hui des gestes barrières, beaucoup moins de personnes qui sont atteintes, etc., mais il y a néanmoins de l'inquiétude et il y a aussi la présence extrêmement importante du monde de l'information dans notre quotidien. Et c'est là où je vous engage avec vos enfants de dire, écoutez, nous allons faire en telle sorte de ne pas savoir ce qui se passe dans le monde pendant 24 heures et on va voir si on se sent moins mal demain. D'accord? Ça, c'est quand les enfants grandissent, commencent à grandir. S'ils sont petits, la question ne se pose pas. Évidemment, ils ne doivent pas y avoir accès. Mais pour les autres, il faut dire, au fond, vivons. Et je crois qu'il faut peut-être leur proposer ça comme étant un moment, un lieu d'expérience. De dire, voilà, cette possibilité de se retrouver ensemble dans cette configuration-là est quelque chose quand même qui est extrêmement rare, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous-mêmes, nous ne l'avons pas vécu en tant que parents. Et on le vit pour la seconde fois, voire la troisième, la deuxième fois et demie, on va dire. En tout cas, pour eux, c'est la deuxième fois qu'ils n'ont plus école, si mes souvenirs sont bons. Alors, peut-être que nous allons tenter de faire des expériences que nous n'aurions pas faites. Et ça va être une expérience. Ce soir, à partir de telle heure, eh bien, nous ne consultons plus du tout les informations, ni les flash infos, ni sur les sites Internet, ni rien. Et on va voir si demain soir, on se sent tous en bonne santé, si on se sent tous bien. Et donc, leur apprendre à faire le constat que ce genre de choses, eh bien, qui auraient pu nous manquer, ne sont pas véritablement un manque. C'est de cette manière-là, avec cet état d'esprit, peut-être que l'on pourra passer de manière différente cette période. Et maintenant, je voudrais conclure. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert quelques pistes, quelques réflexions. Il y a la théorie, il y a la pratique, il y a la gestion technique des enfants, des disputes et de tout ce qui va autour. Ça, ce sont déjà d'autres sujets. Comment est-ce qu'on gère les tensions et les disputes entre les enfants? On en a déjà parlé dans un certain nombre de cours, on en reparlera encore. Là, c'était juste comment utiliser cette période, quelles sont différentes petites idées que l'on peut mettre en place pour pouvoir la passer la moins mal possible, voire même la mieux possible. Évidemment, si vous avez ce bonheur de pouvoir être à la campagne, évidemment, si vous avez ce bonheur d'avoir une maison avec un petit jardin, les problématiques sont totalement différentes. On peut les ouvrir à faire, en effet, un peu de jardinage, enfin plein de choses. Mais là, je parle pour toutes celles et tous ceux qui sont l'immense majorité, qui sont chez eux, dans des appartements, qui ne sont pas toujours si grands que cela, et donc quelques pistes par rapport à ces sujets. En conclusion, qu'est-ce que je voulais en conclusion, je voulais tout simplement rajouter une chose. La notion donc du confinement, aujourd'hui en France, est une solution qui n'en est pas une, et vous le savez pertinemment. Les scientifiques pensaient qu'il fallait fermer beaucoup plus tôt, mais pour des raisons multiples et variées, le gouvernement n'a pas jugé utile de le faire. Et donc, concrètement, il y a cette réalité dans laquelle on se trouve confronté au jour d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais au fond, nous vivons aujourd'hui pleinement le fait que ce qui guide le choix des dirigeants n'est pas nécessairement le bon sens, n'est pas nécessairement la logique, mais des choses qui sont des intérêts X, Y, Z, mais qui ne sont pas essentiels. Et on en voit les effets pervers. Alors, sur la base de ça, je vous propose de réfléchir. Nous sommes chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, censés être les dirigeants de notre existence. Et nous n'agissons pas de certaines manières parfois. Mais pourquoi? Est-ce que véritablement nous mettons face à nous quels sont les enjeux réels? Et si oui, est-ce que c'est véritablement ça que nous aurions fait? Si nous arrivons à nous poser la question des enjeux réels, alors nous sommes capables d'avoir des vraies gestions de priorité. Nous sommes capables de nous investir là où on doit le faire. Parce que nous avons vu un petit peu en Eretz Israël, où là, en effet, eh bien, la priorité, c'est la vie. La priorité, c'est la santé. Oui, il y a sûrement ceux qui disent, mais derrière ça, il y avait les calculs politiques, économiques ou autres. Why not? Peut-être, je n'en sais rien. Mais si nous transposions cela, et au passage, ça peut être un véritable débat si les enfants sont un peu plus grands à la maison, de leur dire, mais au fond, regardez,
Lorsque l'on n'est pas face aux fondamentaux, lorsque l'on ne remet pas de manière claire face à nous quelles sont les choses essentielles et quelles sont les choses accessoires, eh bien, on peut se retrouver dans ce genre de situation. Parce que tout simplement, on va faire baisser les coûts, on va montrer qu'on est unis, on va ceci, cela, pas donner aux Américains l'impression que, enfin, des raisons, pardonnez-moi, telles qu'on les a entendues, qui paraissent un petit peu puériles, en tout cas pas très bonnes, surtout au regard de ce qui se passe aujourd'hui. La France est quand même derrière le Bangladesh au niveau des vaccinations. Ce n'est pas moi qui l'ai découvert parce que je ne suis pas très à l'affût de ce genre d'informations, mais c'est une personne qui m'a montré tout à l'heure. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'a pas su donner aux choses la place et l'importance qu'elles devaient avoir. Eh bien, voilà une période dans laquelle on peut en discuter avec nos enfants et surtout montrer pour nous quelle est la place et l'importance réelle qu'ont les choses à travers l'investissement qu'on a vis-à-vis d'elles. Voilà quelques pistes de réflexion. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas de quoi je parle à 100% parce que nos enfants ont grandi et ne sont plus à la maison. Certains étaient en Israël au moment du confinement et je peux vous raconter qu'on s'est parlé pas mal parce que ça n'a pas été simple, hein, pendant des semaines et des semaines avec des bouts de chou et pas juste pas de patron au Hachem. Donc, on a connu ça un petit peu par procuration via nos enfants. Je comprends que les choses ne doivent pas être toujours si simples. Voici quelques pistes de réflexion que je voulais vous proposer par rapport à cette période, en espérant que Bezrat Hashem, on saura en faire quelque chose, chacun à notre niveau. On saura en effet se servir du support de ces événements pour grandir, pour pouvoir initier de nouvelles choses dans les cadres familiaux et que l'on en ressorte, j'en suis sûr, beaucoup plus fort, beaucoup plus aguerri et peut-être avec de nouveaux enseignements pour nos enfants. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir et je vous souhaite vraiment beaucoup de hatzlacha, de réussite. Et j'ai juste envie de rajouter cet enseignement au nom du Gaon Mivina. Le Gaon Mivina dit la chose suivante, c'est que toutes les difficultés que l'on peut avoir qui sont liées à l'éducation des enfants, eh bien, ce sont des choses qui nous donneront un niveau spirituel extrêmement élevé dans les mondes célestes après 120 ans. Et surtout, eh bien, pour le dire sous cette forme, Dieu pourra dire, vous avez vécu des choses qui ne sont pas si simples en bas. Eh bien, même si à un moment il y a certaines choses pas si simples que vous avez vécues vous-même, qui n'étaient pas très positives dans l'absolu, je les mets de côté parce que tout simplement vous avez su vous confronter et vous investir par rapport à l'éducation de vos enfants. Et ça, c'est un mérite incroyable et plus encore dans des périodes qui sont difficiles, comme disent nos maîtres, le fond de Sahara, c'est suivant l'effort que nous faisons que sera la récompense. Et la plus belle récompense de ces efforts, eh bien, c'est qu'on va en sortir nous-mêmes plus forts, plus aguerris, plus fins, et avec des enfants, je suis sûr, qui auront grandi. Si vous le voulez, on prend quelques minutes pour vos éventuelles questions. Donc, je regarde juste, je crois que j'ai quelques questions qui sont arrivées. Donc, bonsoir Rav, peut-on faire croire à son enfant de 4-5 ans en moyenne section que l'on est en vacances, ne pas le faire participer au Zoom pour ne pas le perturber? Je ne pense pas que ça vaut la peine de lui raconter des choses qui sont inexactes. Au niveau des enfants, il faut leur raconter, faut leur dire les choses. Il faut leur dire, au jour d'aujourd'hui, eh bien, on préfère que les enfants n'aillent pas à l'école, même si grâce à Dieu, on va très bien, parce que tout simplement, c'est plus simple, parce qu'il y a parfois des personnes qui, en effet, s'il y a trop de monde dans les rues, c'est trop compliqué avec ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que c'est en Zoom. Il ne faut pas avoir peur de dire aux enfants, parce que tout dépend des mots que l'on utilise. C'est sûr, si on dit attention, c'est dangereux, tout, etc., ils ne comprennent pas. Mais dans la mesure où ils ont ça, où ils ont ce Zoom, il faut en effet qu'ils continuent, surtout qu'après, ils vont se sentir peut-être un petit peu déconnectés. Si maintenant, véritablement, le Zoom, en moyenne section, c'est juste que du jeu, alors il faut lui mettre ça en option. Lui dire, là, aujourd'hui, l'école, elle a décidé qu'on allait être en vacances un peu plus longtemps, mais comme on était en vacances déjà depuis Pessah, alors on est en vacances, mais c'est des moitiés vacances. Vous pouvez trouver un mot spécial pour décrire le fait qu'on est dans des vacances autres qui vont permettre à l'enfant de comprendre qu'il y a vacances, mais que par ailleurs, ce n'est pas des vraies vacances à 100%, vu qu'il y a encore des petites choses qui sont proposées via les Zooms. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions?
Alors, on va rester encore quelques minutes dans l'attente des éventuelles questions. Par écrit, voilà, j'attends encore quelques minutes. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien, nous conclurons là-dessus. Juste, je voulais dédicacer ce cours, comme une personne l'a demandé, à la mémoire de Myriad Mossé, Bat Rita Isaac Sokian. Voilà. Ce cours a été, en effet, à leur mémoire. S'il y a une question? Merci beaucoup. Non, ce n'est pas une question. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de question. Donc, si. Alors, pour vous répéter la phrase du Gaon de Vilna. Alors, le Gaon de Vilna dit que, je crois que de manière la plus exacte, il dit que ce qu'un homme pourrait, là-haut, on pourrait lui faire des reproches par rapport à ce qu'il a mal fait ici-bas, dans la mesure où il s'investit dans l'éducation des enfants, c'est quelque chose qui évacuera tout cela. C'est-à-dire, alors tout, moyennement, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que l'investissement que l'on a ici-bas par rapport à l'éducation de nos enfants, surtout quand on est confronté à la difficulté, est considéré comme un véritable mérite et c'est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup. Alors, si on voit qu'un enfant fait des crises à force de fatigue et ras-le-bol, comment doit-on réagir? Peut-on le punir ou cela ne sert à rien? Un enfant qui fait des crises et qui est fatigué et qui fait le ras-le-bol, il faut le faire dormir, il faut le prendre dans ses bras, il faut lui faire un gros câlin. C'est-à-dire, c'est ce que j'appellerais les colères physiologiques. Les colères physiologiques, c'est le corps. Vous le voyez très bien, ça nous est toutes et tous arrivé un jour de craquer, alors qu'on sait très bien qu'il ne faudrait pas le faire parce qu'au niveau physique, on ne tient pas le choc. Au contraire, il faut l'accompagner et être à ses côtés et tenir le choc jusqu'au moment où il se calme, parce que c'est une tension intérieure qui n'arrive pas à le sanctionner, au contraire, ne sert strictement à rien. Dans la mentalité des enfants, c'est la période de confinement avec les Zooms, vacances, ça veut dire vacances, mais en réalité, les professeurs donnent des devoirs autant que lorsqu'ils vont à l'école. Donc, comment faire avec nos enfants s'ils ne veulent pas travailler en dehors des Zooms? Alors, eh bien, leur poser la question. Leur dire, écoutez, les enfants, c'est très compliqué, parce que je me rends bien compte qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment à l'école. En même temps, vos profs vous donnent des devoirs. Comment on fait? Et à ce moment-là, décider avec eux de faire un truc style comme l'école, c'est-à-dire à un moment où on met un sifflet, c'est la récréation, ce genre de choses. C'est-à-dire essayer de créer quelque chose, non pas de factice, mais en leur disant bien que vous comprenez qu'ils n'ont pas envie de le faire, mais qu'on n'a pas le choix. D'accord? Et donc, à ce moment-là, l'intérêt qu'ils ont, c'est que le matin, ils n'ont pas l'obligation d'y aller de manière technique, donc ils disposent de temps. Peut-être leur dire, eh bien, on va consacrer le temps qu'on aurait été dans la voiture pour pouvoir faire ce que les profs ont demandé de faire, inventer d'autres moments, mais c'est sûr et certain que ce qui est important surtout pour les enfants dans ce genre de situation, c'est qu'ils sentent que l'on accueille que pour eux ce n'est pas simple, leur dire je comprends que ce n'est pas simple vu que ce n'est pas l'école, mais néanmoins, si on a envie d'acquérir ce qu'on doit savoir, il va falloir qu'on fasse des devoirs. Aux profs de ne pas en mettre de trop, je pense. Je crois qu'il faut... C'est pas la peine d'en mettre de trop, sauf ce qui est vraiment nécessaire pour pouvoir entretenir la connaissance qu'ils ont donnée aux élèves dans le cadre scolaire. Voilà. Encore. Y a-t-il encore des questions? Donc, alors, il y a encore des questions. On me dit oui, donc je l'attends par écrit de préférence. Bonjour, faut-il laisser les ados de 15 ans environ se débrouiller ou les aider? Moi, je suis plus les aider leur donner la possibilité de se débrouiller, mais leur demander. C'est-à-dire, alors, je ne sais pas quelle est la relation que vous avez avec votre ado, mais dire à un ado, écoute, moi, si tu veux, je peux te donner un coup de main. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, être force de proposition.
vis-à-vis d'un ado, il faut montrer qu'on est là et qu'il doit faire le choix de nous demander. Et c'est très important au niveau même de la relation que l'ado comprenne qu'à un moment, il peut faire le choix de me demander de l'aider ou de me demander de l'aider ou pas. Donc, lui ouvrir la possibilité de faire une demande, d'être aidé. Je pense que ça, c'est ce qui leur plaît beaucoup, même si après, ils répondent comme ça, mais néanmoins, ils ont vu qu'on les a traités dans une dimension d'adulte à travers le fait qu'on leur laisse ce choix. Et pour eux, c'est quand même extrêmement important pour ne pas qu'ils fassent des choix pour nous montrer qu'ils sont adultes, à nous de leur montrer que pour nous, c'est normal qu'ils en fassent. Autre question? Alors, autre question. Comment faire respecter les autres enfants, justement leur donner un rythme à 4, car concrètement, les horaires de Zoom sont fixes, mais c'est très difficile pour eux de se coucher tôt le soir, comme quand ils vont à l'école. Alors, c'est sûr et certain que les rythmes ne sont pas les mêmes, surtout qu'actuellement, nous sommes en période dans laquelle eh bien, la nuit tombe plus tard. Donc, on installe un rythme différent, c'est-à-dire on doit en effet être capable de dire, voilà, écoutez les enfants, bien aujourd'hui, 2 jours par semaine, vous pouvez très bien dire 2 jours par semaine, a priori on va se coucher plus tard, c'est-à-dire c'est vous qui installez ça. Donc 2 jours par semaine, quand vous savez plus ou moins au niveau des Zooms, le matin, ça sera plus tard. Voyez un petit peu fonction de vos programmes, mais dites aux enfants, voilà, cette semaine, mardi et jeudi, c'est buffet campagnard gratuit jusqu'à 21h. Vous pouvez même essayer d'imaginer qu'il y a un menu spécifique les 2 soirs où on se couche plus tard a priori. C'est-à-dire c'est des soirs dans lesquels, oui, on a décidé que c'est des soirs. D'habitude, c'est 19h30. Ce soir, c'est 21h. Voilà, c'est comme ça. C'est open. D'accord. J'espère que c'est plus ou moins ça les horaires parce que normalement, c'est ce que c'est censé faire. Donc, installer ce besoin, mais c'est vous-même qui le mettez, pardonnez-moi. Faire imaginer les enfants que l'épreuve aurait pu être moins confortable, est une manière pour les rassurer uniquement, bien que la réalité soit différente. Alors, c'est une question un peu philosophique que je reçois parfaitement. Dans lequel Hachem ne nous voit-il pas des épreuves par rapport à notre ressenti? Si c'est le cas, ça ne rien changer d'imaginer une épreuve de notre époque et imaginer dans une autre. Ça serait déjà un long débat, votre question, que je respecte complètement et qui est très intéressante. Mais là, on est plus dans une démarche pédagogique, c'est-à-dire se dire aux enfants, qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été à un moment le confinement, il y a 30 ans, 40 ans? On va essayer d'imaginer. Alors, on rentre à la maison, aïe, 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 on n'a pas le téléphone, on n'a pas ceci. Comment est-ce qu'on aurait fait? C'est-à-dire, à partir de cela, parce que votre question, c'est une question intéressante, mais au niveau, là, on est plus dans une démarche pédagogique par rapport aux enfants. Et au niveau des enfants, ce qui est important, c'est que l'enfant puisse, à un moment, réaliser qu'il y a eu d'autres moments, il y a eu d'autres périodes et qu'on aurait trouvé d'autres solutions et que ça aurait fonctionné différemment et que ça aurait été peut-être plus compliqué par rapport à ce qui, aujourd'hui, est quand même très différent. Donc, c'est pour moi, en tout cas, le sens même de ce que j'ai proposé. Et après, c'est un autre sujet, c'est une autre thématique. L'épreuve, on est capable de la supporter. On ne va pas une épreuve qu'on n'est pas capable de supporter, tout ce qui va autour. Mais néanmoins, cette démarche pédagogique, à mon sens, elle a sa raison d'être. J'attends encore 4 minutes jusqu'à 22h30 et s'il n'y a plus de questions, je vais vous saluer. Alors, écoutez, plusieurs personnes envoient des messages de merci beaucoup, donc je les remercie. Donc, on va se saluer. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Nous sommes en train de préparer, et on vous le proposera la semaine prochaine, Bezrat Hashem, un programme très particulier pour les couples. Mais c'est un programme, hein. C'est quelque chose, ça peut être une conférence, afin aussi de savoir comment utiliser cette période de manière très sympathique au niveau du couple et de la famille. Voilà, tenez-vous prêts à recevoir cette information Bezrat Hashem d'ici la fin de la semaine. Et je vous souhaite
je nous souhaite Chodesh Tov d'abord, puisque nous sortons de Rosh Chodesh, Shavua Tov, et Bezrat Hashem, eh bien, que l'on puisse utiliser encore cette période pour grandir. Akadosh Baruch Hu nous aura beaucoup titillé cette année pour grandir. Je suis sûr que Bémet, on va y arriver avec un petit élib en plus, ça ne fait pas de mal. Et puis, que nous ne puissions avoir que des joies ensemble de tous nos enfants et que tous les parents du clan d'Israël n'aient que du bonheur avec tous leurs descendants. Laïla Tov à tout le monde. Merci encore de votre présence et de votre écoute.
Il faut le dégueuler.